Bonjour, bon bah voilà, la deuxième semaine de confinement est bientôt terminée, et il y a un moment où je commence à en avoir un peu marre de regarder des films d'apocalypse ou de zombies. Alors avant de me dire que j'avais une vie de merde, chose qui de toute façon ne changeait pas trop d'habitude, qu'il y ait confinement ou pas, je me suis dit, pourquoi pas regarder un film sur la nature, de manière à me ressourcer, à la recherche d'une évasion spirituelle. Alors j'ai regardé L'Ours de Jean-Jacques Hano. Et après m'avoir pris une grosse claque dans la gueule, j'ai dévoré l'intégralité de sa filmographie. Mais attendez, c'est qui Jean-Jacques Hano déjà là? Jean-Jacques Hano est un réalisateur, producteur et scénariste français, né en 1943 à Givry-sur-Orge. Il est le fils d'un cheminot de gare dans la banlieue parisienne et d'une mère secrétaire de direction dans l'industrie chimique. Il prend goût au cinéma très jeune, notamment en voyant La bataille du Rail de René-Clément, sorti en 1949. Après son bac, il suit ses études à l'école Louis Lumière. Parallèlement, il suit aussi des cours de théâtre, de préhistoire et d'histoire médiévale, sujet qu'on le retrouvera notamment dans de nombreux de ses films, à la Sorbonne dont il sera également diplômé. Il commence par réaliser un grand nombre de films publicitaires que l'on retrouvera à la télé et dans de nombreuses salles de cinéma. En 1973, il obtient la Palme d'Or du Festival de Cannes des films publicitaires avec sa pub pour Crackers Belin, un spot à gros budget. Peu à peu, il se fait repérer par François Truffaut, qui aime ses mini-comédies et son sens du montage. Il le met alors en contact avec le producteur Claude Berry, producteur de Bienvenue chez les Ch'tis et Mission Cléopâtre, qui lui permet de réaliser son premier film en 1976, à savoir La Victoire en chantant. Ceci est un vélo. Et le noir qui monte dessus tombe. Alors qui veut essayer? Et toi là? Le film est un échec commercial à sa sortie, mais après plusieurs retouches portant principalement sur la bande de son, il obtient l'année suivante l'Oscar du meilleur film étranger. Vous avez été réveillé en pleine nuit avec le décalage horaire, on vous a dit Oui, vous il était avez un 4 heures Oscar Hollywood. Il était 4h du matin et ma femme a décroché. J'ai entendu dans le récepteur ton mari vient d'avoir l'Oscar. Jean-Jacques Hano, alors oscarisé, poursuit sa carrière et réalisa un grand nombre de films, pour la plupart devenus cultes. Tout ça pour vous dire que maintenant, si vous regardez la télé, regardez bien les pubs, ça se trouve, il y a une légende du cinéma qui est en train de naître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de regarder la plupart de ses films, c'est pourquoi je vous ai fait un classement des 6 meilleurs films de Jean-Jacques Hano. Enfin, selon mes goûts, En 6ème position, 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet est une adaptation du livre autobiographique d'Heinrich Harrer, 7 ans d'aventure au Tibet. Ce livre est donc une histoire vraie, retraçant le parcours de l'alpiniste autrichien Harrer, interprété par Brad Pitt, envoyé par le Troisième Reich en 1939 pour gravir le Naga Parbat, un sommet inviolé de l'Himalaya situé en Inde britannique. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et il se fait prisonnier en Inde. Il réussit à s'échapper et se réfugie au Tibet. Le film montre la culture bouddhiste et la sombre période qu'a traversé le Tibet pendant l'évasion de la Chine maoïste. Le film est un succès au box-office avec un bénéfice de plus de 130 millions de dollars alors qu'il en avait coûté 70 millions. Mais il reçoit tout de même une critique mitigée car il s'écarte beaucoup du livre et des faits historiques. Dans le film, Harrer est montré comme un anti-nazi alors que dans le livre, il souligne qu'il était déjà membre volontaire du parti nazi. Le film dépeint aussi l'invasion chinoise comme des plus violentes et impitoyables alors que dans le livre, Harrer souligne le comportement plutôt discipliné de la Chine en comparaison de l'invasion en 1910. D'ailleurs, à la suite de ça, Brad Pitt et Jean-Jacques Hano furent interdits de territoire chinois jusqu'en 2013. Le thème favori d'Hano était le changement de personnalité européenne sous l'influence de la culture étrangère, et là où ce film est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution psychologique du personnage. Au début, Harrer est montré comme un égoïste et opportuniste obsédé par le succès et l'accomplissement personnel, et au cours du voyage inattendu au Tibet, il va doucement prendre conscience de ce qu'il est, de ce qui compte vraiment pour lui, un changement favorisé par la marche et aussi par le peuple tibétain. La spiritualité bouddhiste est aussi présentée, les valeurs, le sens de la vie et les coutumes. Bon bah moi personnellement j'ai beaucoup aimé le film et je trouve qu'il y a des plans magnifiques sur les paysages, je trouve Brad Pitt très très bon et aussi la culture bouddhiste et tibétaine que je trouve qui est vraiment très très intéressante. Voilà. En 5ème position, La Guerre du Feu. La Guerre du Feu est un film d'aventure préhistorique sorti en 1981. C'est une adaptation du roman de Rosny écrit en 1902. Au casting on trouve Everett McGill qu'on connaît très bien dans la série très culte de David Lynch Twin Peaks, mais aussi Piège à grande vitesse, et... Ah tiens, j'ai trouvé le sosie de Cillian Murphy, tiens. On retrouve aussi Ron Perlman, c'est d'ailleurs ce film-là qui a lancé sa carrière, qu'on retrouvera tout de suite après dans Stalingrad et Le Nom de la Rose, qui a joué aussi dans La Cité des Enfants Perdus, et aussi dans Drive avec Ryan Gosling. L'histoire se passe au temps paléotique, où une tribu connaît l'usage du feu mais ne sait la reproduire artificiellement. L'importance du feu était donc nécessaire pour la survie de l'espèce, cuire de la viande, combattre le froid ou repousser les bêtes féroces. Posséder le feu était donc synonyme de pouvoir, vient alors des très grandes batailles entre tribus pour l'avoir. La Guerre du Feu connaît un très gros succès mondial, totalise plus de 22 millions d'entrées et 67 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Le film est nommé en Golden Globe en 1983 pour le meilleur film étranger, remporte en 1982 le César du meilleur réalisateur et du meilleur film. En 1983, il remporte l'Oscar du meilleur maquillage. Le film porte tout de même des incohérences par rapport à la réalité historique. L'action est située en moins 80 000 et l'importance du feu dans la survie de l'espèce paraît un peu cliché par rapport à la réalité préhistorique. Le genre Homo est apparu il y a entre 3 et 2,5 millions d'années et ils ont très bien survécu sans feu jusqu'en moins 400 000. De toute façon, c'est un film, hein, c'est pas non plus un reportage sur Arte. Hein. La prestation des acteurs sont incroyables et d'ailleurs ce film fait partie des plus grands chefs-d'œuvre de Jean-Jacques Hano. Le film est très cool à regarder. Par contre, je vous déconseille de regarder ce film sous l'emprise d'une drogue, hein, parce que vous risquez de partir un peu dans un trip spécial. En quatrième position, Stalingrad. Stalingrad, ou plutôt connu sous Enemy at the Gates, est sorti en 2001. Comme c'est au Tibet, c'est un film avec une très grosse production, il a coûté 70 millions d'euros. Il a un casting hollywoodien, on y retrouve notamment Jude Law, qu'on retrouve dans Sherlock Holmes, et Ed Harris, qu'on a vu dans le très bon Plein pouvoir de Clint Eastwood. Alors qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Un bouton? Oui, une espèce de télécommande. Et dans le très culte Truman Show avec Jim Carrey. I've been watching you your whole life. I was watching when you... Et la musique est composée par James Horner, compositeur de Titanic et Avatar. L'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, où Hitler envisage d'envahir Stalingrad, une ville clé de l'URSS qu'il sépare de la victoire totale sur l'Europe. Les Russes se préparent donc à une terrible défensive. Un héros aiderait alors à motiver les troupes. Entre alors le jeune Vassili Zaïtsev, un jeune tireur d'élite de l'armée rouge. Doué, il est remarqué par un commissaire au peuple, Ivan Dinalov. Son but est de réanimer la flamme de l'héroïsme et de redonner le moral aux troupes, pour lutter contre l'implacable machine de guerre allemande. Celui-ci fait de Vassili le héros de sa propagande. Alors dans le camp ennemi, l'état-major appelle son meilleur tireur d'élite, le major Koenig, pour abattre celui qui est devenu le symbole de l'indomptable résistance russe. Pendant tout le film, on a alors affaire à un grand duel de snipers. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de morts. Non, franchement, c'est vraiment cool. Ce film fait d'ailleurs partie de mes films de guerre préférés, hein, et très bien. Je conseille haut la main. En troisième position, Le Nom de la Rose. Le Nom de la Rose est un drame historique sorti en 1986. C'est une adaptation du roman du même nom écrit par Umberto Eco, un très grand philosophe et écrivain italien. Ce film est le plus important pour Jean-Jacques Hano. Le scénario a été réécrit 16 fois sous 5 scénaristes différents, comptant 2 ans de préparation et 4 mois de tournage. L'histoire se passe au XIVe siècle dans une abbaye bénédictine au sud de l'Italie, où des moines meurent mystérieusement. Un franciscain, Guillaume de Baskerville, interprété par Sean Connery, accompagné du jeune novice Atsko de Melk, joué par Christian Slater, sont chargés de mener l'enquête. Durant tout le film, on est exposé à une intrigue policière évoquant de manière réaliste un Moyen-Âge cruel et contrasté. Les paysans les plus pauvres y côtoient les dignitaires d'une église richissime. Le Nom de la Rose est alors un film très glauque et très sombre, mais il tourne aussi autour de la somptueuse bibliothèque d'abbaye, et c'est l'occasion aussi de parcourir l'histoire du livre et des tentatives de différents pouvoirs politiques et spirituels pour restreindre sa diffusion. Bon, si vous voulez plus d'informations sur ce magnifique film, je vous conseille la très bonne vidéo du Fossoyeur de film, hein, qui l'analyse mieux que moi, et du coup, comme ça, on passe à la suite. En deuxième position, Coup de tête. Coup de tête est une comédie française écrite par Francis Weber, scénariste du Grand Blond La Chaussure Noire. C'est le deuxième long métrage de Jean-Jacques Hano dans lequel on retrouve Patrick Devers au sommet de sa carrière. Il a aussi joué dans Les Valseuses et Préparez vos mouchoirs, dans lequel il interprète François Perrin, allié droit de l'équipe de sa petite ville de Trinquant. Seulement il a un sale caractère, le président du club est également le patron de l'usine où il travaille. Après un coup de gueule sur le terrain, il est renvoyé de son équipe et perd son emploi. Et pour corser le tout, il est accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Mais l'équipe a besoin de lui pour jouer à un match de la Coupe de France car il manque un joueur. Perrin, alors en prison, reçoit une permission et marque le but de la victoire. Vient alors un grand succès à travers la ville. Coup de tête est donc une comédie sombre qui ne traite pas vraiment le sujet du foot, mais plutôt la façon dont le succès change le regard des gens. Il s'agit plutôt de l'histoire d'un personnage sans cesse renvoyé à son infériorité qui décide de se venger. Du coup, pendant tout le film, on a affaire à une affaire de vengeance et c'est plutôt agréable à regarder. Si vous avez de la haine ou des comptes à rendre avec quelqu'un, regardez ce film avant, c'est très important, comme ça il vous donne des petites techniques pour faire ça correctement. Le film connaît un bon succès national et international. D'ailleurs, Patrick Feuersheim a été doublé par Michael Douglas et Jacques Frantz par Robert De Niro. Et enfin, en première position, L'Ours. L'Ours, c'est le plus grand film de Jean-Jacques Hano, hein. Il a ses 109 jours de tournage, 4 ans pour élever les ours, César du meilleur réalisateur et du meilleur montage, et 9 millions d'entrées en France.
L'histoire se passe en Colombie-Britannique en 1985, bien que ce soit tourné dans les Alpes françaises et italiennes, où un ourson devenu orphelin erre dans la nature à la recherche de quelconque réconfort. Il rencontre alors un ours adulte blessé par balle par des chasseurs. Il accepte l'ourson et lui enseigne tout ce qu'il sait, chasser, pêcher ou alors les artifices de la séduction. Cependant, ils sont traqués constamment par des chasseurs dont Tom, interprété par Checky Cario, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de tuer ces deux ours. Mais là où ce film est intéressant, c'est que c'est un film psychologique qui nous déstabilise. Il nous fait passer à peu près par tous les sentiments, de la joie à la tristesse ou alors de la peur à l'amour. Il y a des moments très marquants, c'est pourquoi je conseille de regarder ce film le plus jeune possible, c'est des très bons souvenirs. Mais l'élément le plus intéressant du film, c'est le point de vue. Durant presque tout le film, on est sous le point de vue de l'ourson, et on n'a pas besoin d'être végétarien, ou d'ailleurs même le plus gros des viandards ressentirait une énorme empathie pour les animaux. Mais pendant l'histoire, on suit aussi parallèlement le point de vue des chasseurs. On éprouve à la fois alors de la haine envers la terrible chasse, mais aussi de la tristesse pour les chiens qui sont tués. Mais c'est aussi un magnifique film contemplatif qui nous montre l'incroyable beauté de la nature, idéal en ces temps de confinement d'ailleurs. D'ailleurs, par contre, si vous osez regarder le film, je vous garantis que ça va vous plaire et que ça va vous marquer. Ce film est surtout un film d'apprentissage, comme d'ailleurs la plupart de ces films. On voit l'évolution d'un personnage dans un environnement spécial, qui nous fait, après l'avoir vu, tous grandir. Enfin voilà, maintenant regardez ce film, c'est un film classique très très connu, et je vous garantis que ça va vous plaire vraiment. Enfin voilà, vous savez maintenant qui est Jean-Jacques Hano, et vous avez plus qu'une chose à faire, c'est de regarder ces magnifiques films.